Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Ngon Adom, bienvenue, stratège des ressources humaines et des organisations. Ancien professeur de lycée technique à la base de sciences économiques et de gestion, est devenu enseignant des écoles universitaires et promoteur de l'université Ismaza Hermès, qui a une grande communauté appelée le groupe Promo Ismaza Hermès, un limon social communautaire universel. Les plus grosses sociétés ont commencé par être petites, souvent réduites à un seul homme. Les groupes géants sont nés d'un acte de foi. Sterling Glapdé. Je suis heureux de vous connaître nombreux dans l'auditoire à l'occasion de l'inauguration de cette chaîne que nous disions la chaîne Ismaza Hermès Voice, qui est une chaîne communautaire pour le groupe Promo Ismaza Hermès, un limon social communautaire universel. Cette chaîne va donc servir d'instrument de communication pour les membres de ce groupe et même pourra s'adresser à un auditoire bien plus large et qui va au-delà du groupe Promo Ismaza Hermès. Alors, il va falloir commencer par vous expliquer. Il nous paraît intelligible de commencer par vous expliquer et vous dire quelles sont les raisons qui ont motivé le choix de Ismaza Hermès comme raison sociale de cette chaîne. Vous savez, Ismaza Hermès est le dieu de l'intelligence dans la mythologie gréco-romaine. Et nous n'avons pas trouvé meilleure expression pour traduire la pensée, l'idée, l'intention que nous avons de faire de cette chaîne et la qualité des débats que nous allons développer au sein de cette chaîne. Nous n'avons pas trouvé meilleur label que Hermès, qui est le dieu de l'intelligence dans la mythologie gréco-romaine. Cette chaîne sera donc au service de Promo Ismaza Hermès et du limon social communautaire qui constitue. Cette chaîne sera au service de l'université Ismaza Hermès, qui est une institution d'utilité publique dotée d'une triple vocation, de vocation académique, d'institution de vocation ayant une vocation de lutte contre la pauvreté matérielle et culturelle et une vocation essentiellement humanitaire, c'est-à-dire une vocation d'une chaîne qui va donner des enseignements qui concourent au progrès social, culturel et matériel des membres impliqués dans l'organisation et même des membres au-delà de l'organisation, parce que Promo Ismaza Hermès est une communauté, un limon social communautaire universel dont les compétences vont au-delà des limites d'une frontière nationale. Alors, quels sont les différents centres d'intérêt qui vont meubler nos investigations? Poser cette question revient encore à se demander quelle est la ligne éditoriale de Ismaza Hermès Voice. Alors nous avons retenu un certain nombre de centres d'intérêt. Quand le débat va s'avérer houleux, nous irons bien plus au-delà. Alors Ismaza Hermès est conçu pour l'éducation des masses. Donc Hermès est un éditorium populaire pour l'éducation des masses populaires.
dont le champ d'investigation va se focaliser sur les principaux centres d'intérêt suivants. La formation et l'éducation. La formation parce que c'est une chaîne. Vous le savez que le groupe Poumon Ismaza MS est administré par une académie qui est l'université Ismaza MS et son promoteur. Alors, il faudra d'abord mettre en priorité la nécessité de mettre à la disposition du public les informations sur nos activités pédagogiques, nos objectifs de formation, nos programmes de formation, et puis les activités annexes qui ne sont pas de moindre importance, c'est-à-dire notre mécénat humanitaire qui consistera à venir au secours des personnes en situation précaire et des handicapés dont la situation est certifiée et attestée, venir à leur secours en leur offrant des bourses d'études pour qu'ils accèdent à une formation professionnelle et qu'ils acquièrent des savoir-faire pratiques qui vont leur permettre de s'insérer de façon efficace dans les systèmes de production. Donc nous allons donner la formation gratuitement, presque gratuitement, à ceux qui sont en situation précaire, à ceux qui sont pauvres, et au corps social opérisé par les crises économiques itératives qui ont secoué notre continent depuis la crise économique qui s'est annoncée en 1986 et qui n'a fait que répéter ces cycles avec des nuances, avec un certain nombre de nuances. Cette crise qui prend naissance dans les économies avancées et qui se propage à travers le reste du monde et dont les ondes de choc secouent les économies du tiers-monde avec une acuité particulièrement sévère pour ces nations. Donc, il faudra parler des formations à l'Institut, à l'Université Ismaza MS, des programmes proposés, des dispositions prises par cette université pour que les diplômés de cette université acquièrent une formation qui leur permette d'aborder la question de l'emploi avec professionnalisme et acquérir aussi une formation d'entrepreneur, avoir l'esprit d'entreprise, parce que cet esprit, l'entrepreneuriat des jeunes est devenu l'option gouvernementale prioritaire en matière de lutte contre le chômage et la pauvreté. Donc, dans ce cadre, nous allons donc donner des enseignements sur comment est-ce qu'on cherche l'emploi, comment on conçoit une lettre de motivation, comment on conçoit un curriculum vitae dans les normes mondiales actuelles. Et comment est-ce qu'on se comporte quand on cherche l'emploi, comment on se comporte comme chercheur d'emploi au quotidien, comment on se comporte devant le jury, parce que le jury a des psychologues recruteurs qui maîtrisent la psychologie du candidat et qui peut mettre un candidat à défaut lorsqu'il ne s'est pas bien apprêté. Les candidats vont recevoir ces enseignements gratuitement. Il faudra aussi apprêter la jeunesse à l'économie numérique parce que nous sommes à l'ère de l'économie numérique. Même si nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore arrimés à cette révolution, qui est la révolution cybernétique. Le continent africain n'est pas encore parfaitement arrimé à cette révolution. Il faudra former les jeunes, transformer et leur donner des connaissances afin qu'ils affrontent cette situation dans un contexte mondialisé, donc contraignant et concurrentiel, et qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Voilà ce que nous pouvons dire de ce qui est la formation, le premier centre d'intérêt que nous allons développer plus amplement dans le cadre de notre prochaine publication. Maintenant, le second centre d'intérêt porte sur la gestion des ressources humaines. Certes, la gestion des ressources humaines n'est qu'une filière lorsqu'on parle des programmes de formation de l'université Ismaza MS. Mais pourquoi mettre un accent particulier sur cette question? C'est que nous nous sommes rendus compte que les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise africains, déjà même beaucoup de dirigeants d'entreprises dans le monde, et particulièrement ceux africains, ne sont pas convaincus, ne sont pas persuadés que la gestion des ressources humaines est un article stratégique qui peut apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. C'est un levier stratégique majeur pour le développement de nos organisations, qui offre à nos organisations des opportunités de gains à conquérir. Est fait
l'objet de la bataille de la compétence mondiale en ce moment. Donc c'est le centre névralgique de l'organisation, c'est le système cardiovasculaire de l'organisation, chargé de la fonction personnelle a des compétences qui lui permettent d'irriguer toutes les autres fonctions de l'entreprise de sa vitalité afin de catalyser et de dynamiser toutes les autres fonctions de l'entreprise. C'est pour cela qu'on dit d'elle qu'elle est une fonction omniprésente. Donc, elle est une fonction stratégique. Et les dirigeants doivent donc prendre conscience de l'importance de la fonction personnelle et de la stratégie sociale dans la réussite à long terme de l'entreprise. L'Afrique connaît un retard managérial sur ce plan. Certes, la fonction personnelle, lorsqu'on parle d'elle dans sa genèse, a connu une évolution très lente. Et c'est dans le cadre du paradigme de l'école des relations humaines que cette fonction a connu une tournure, une dimension qui lui donne confère ses compétences qui lui sont reconnues aujourd'hui. Parce que c'est dans le cadre des relations humaines qu'on a découvert la gestion des ressources humaines. Un aspect que nous allons bien développer par la suite. Il faudrait maintenant que le management étant devenu contingent, les chercheurs ont abandonné les modèles normatifs à prétention universelle, que sont par exemple le modèle taylorien, à la recherche des modèles contingents, c'est-à-dire des modèles qui s'adaptent à leur environnement, parce qu'une gestion stratégique est une gestion qui s'adapte à son environnement. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la relativité systémique des organisations, à l'ère du management contingent, qui fait dire à Alvin Toffler que nous sommes à l'aube de la troisième révolution industrielle. Cette révolution ne se situe pas sur le plan purement industriel. Alvin Toffler veut parler de la révolution managériale. Cette révolution est managériale. Et ça donne à réfléchir. Il faudrait donc que les dirigeants intègrent les nouvelles techniques de management qui sont disponibles, et lorsqu'elles sont efficacement appliquées, elles sont capables d'amener les hommes à induire leur engagement dans l'action et atteindre des résultats qui ne sont pas imaginables, qui sont inimaginables de prime abord. Donc nous parlerons longuement de la gestion des ressources humaines comme un levier stratégique majeur pour le développement de nos organisations et qui leur offre de nouvelles opportunités de gain à conquérir. Notre troisième centre d'intérêt sera donc les problématiques économiques. Les débats économiques sont houleux en ce moment parce que nous sommes dans un contexte qui bouge, qui est mondialisé et qui est fluctuant, changeant, un environnement économique incertain. Il faudrait que nous soyons à la hauteur de ces débats économiques, qu'on soit en entreprise ou non, qu'on ait un très grand niveau intellectuel ou non. Il faut qu'on soit à la hauteur des débats économiques. Parce que si nous ne sommes pas à la hauteur de ces débats économiques, nous ne sommes pas au courant de ces débats économiques, nous allons passer à côté des débats qui intéressent chaque nation et pour lesquels dans lesquels chaque citoyen doit s'impliquer pour que son engagement à servir sa nation soit optimal. Et le débat économique est particulièrement intéressant, non seulement pour des étudiants qui viennent de sortir des différents systèmes de formation qu'on a ici et là dans le monde, et qui sont les membres de notre groupe, qui est un groupe cosmopolite, composé de toutes les communautés du monde, et qui est sans limite, qui est sans frontières. C'est pour cela que nous l'appelons l'immense social communautaire universel. Alors nous savons que, particulièrement en entreprise, le travailleur doit avoir un niveau de culture économique élevé pour être à la hauteur des débats qui se déroulent au sein de l'entreprise et qui sont de nature économique et qui s'en vont à l'échelon national pour que les problèmes économiques qui comportent des défis qui se présentent à l'entreprise, des défis qui menacent même l'employabilité du travailleur, il faudrait que le travailleur soit à la hauteur de ce débat, qu'il soit cultivé sur ce débat pour qu'il ait un potentiel qui permette que ses compétences soient constamment développées et que son employabilité soit séculaire, que son employabilité soit garantie. Bien. Après les débats économiques, le quatrième centre d'intérêt, c'est l'esprit scientifique. Il faudra donner à nos étudiants l'esprit scientifique. Parce que beaucoup atteignent un niveau de compétence académique très élevé. Et pourtant, ils n'ont jamais produit même un rapport. Or, c'est à partir d'un rapport qu'on commence à apprendre la rédaction
scientifique, la méthode scientifique. Et la méthode scientifique fait de chaque individu un esprit brillant. Un esprit qui a une méthodologie, une certaine rationalité méthodologique dans le raisonnement. Et cette rationalité méthodologique est utile à tous les domaines de savoir, est utile lorsqu'on est face à n'importe quelle situation. Lorsqu'on n'est pas rationnel dans le raisonnement, il sera difficile de produire un raisonnement scientifiquement et même techniquement exploitable et qui apporte une réponse, une rhétorique à un problème qui se pose d'une certaine acuité. Les hauts cadres en entreprise doivent avoir l'esprit d'entreprise parce que cet esprit leur permet d'avoir un esprit inventif, d'avoir un esprit innovant. Et cet esprit qui permet à l'entreprise de renouveler les sources de sa vitalité et de se séculariser dans la prospérité. Le cinquième axe d'intérêt sera l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela que dans le cadre de l'université Simasa Esmes, nous avons révolutionné nos programmes en introduisant la filière professionnelle en entrepreneuriat que nous pouvons encore appeler étudiants entrepreneurs. Et parce que l'option gouvernementale de lutte contre la pauvreté et le chômage aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. C'est vrai que les invariants anthropologiques de l'entrepreneuriat sont déterminants pour savoir si une société a des individus qui sont prédisposés à devenir les patrons d'eux-mêmes ou bien si elle n'est pas disposée. Certes, on peut devenir patron de soi-même parce qu'on est né avec ce don, parce qu'on est né dans un contexte anthropologique et culturel où des individus ont ces caractéristiques que nous allons préciser par la suite, qui sont les caractères universels de différence universelle, les caractères de différence universelle de management que nous allons préciser par la suite. Mais on peut aussi insuffler l'esprit d'entreprise à l'individu, comme on peut insuffler l'esprit scientifique à un individu. Donc, nous allons nous attarder sur des débats sur l'entrepreneuriat parce que c'est l'orientation actuelle du gouvernement en matière de lutte contre le chômage et la pauvreté. Il faudra donc insuffler l'esprit entrepreneurial à la jeunesse actuelle qui doit prendre la gouverne des directions et affronter un contexte mondialisé très concurrentiel où nos économies doivent affronter les économies développées avec des armes qui sont archaïques et qui ne sont pas aussi sophistiquées que celles de nos concurrents. Mais nous pouvons apprêter notre jeunesse à affronter cette situation en lui insufflant non seulement l'esprit d'entreprise dont nous venons de parler tout à l'heure, sur lequel il faut insister, même au moment de rédiger les œuvres qui sanctionnent la fin de formation, mais aussi au moment il faut inculquer cet esprit, même à ceux qui vont devenir des entrepreneurs, pour qu'ils deviennent plus rationnels dans la prise des décisions qui concernent leur entreprise. Parce que lorsqu'on crée une entreprise, l'entreprise ne doit pas mourir avec son promoteur. Or, les statistiques nous révèlent aujourd'hui, malheureusement, que l'espérance de vie, 95% des PME créées au Cameroun ont une espérance de vie de moins de 5 ans. C'est tout simplement parce que ceux qui deviennent des entrepreneurs n'ont pas été suffisamment apprêtés pour le faire. Ils ne sont pas assistés, ils n'ont pas reçu l'esprit d'entreprise, ils n'ont pas l'esprit scientifique, ils n'ont pas l'esprit de raisonnement suffisant pour faire face à des problèmes nouveaux aux défis qui se présentent à eux. Ils n'ont pas les capacités pour relever ces défis. Et je pense qu'en leur expliquant l'esprit d'entreprise et l'esprit entrepreneurial, ces jeunes seront vraiment armés pour affronter les difficultés qui se présentent à eux dans un environnement qui bouge, qui est instable, qui est concurrentiel, qui est incertain, qui est mondialisé et où ils doivent affronter des concurrents très vicieux et bien plus armés qu'eux. Maintenant, nous allons parler de la culture. Le septième centre d'intérêt, ce sera la culture générale. Alors, sur ce point en particulier, nous pouvons partir du constat que les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles techniques d'information et de communication, ont offert à tous l'occasion de s'auto-éduquer à moindre coût. Mais paradoxalement, bon nombre d'entre nous avons un niveau de culture insatisfaisant. Ça donne à réfléchir. C'est un paradoxe plus énigmatique que celui de Condorcet parce que il n'est pas
facile de comprendre, on comprend mal que nous soyons à l'ère où nous avons un arsenal de techniques et des voies diversifiées, des alternatives bien diversifiées pour s'informer, pour se cultiver, mais que le niveau de culture soit moins élevé que celui de ceux qui nous ont précédés et qui n'avaient pas autant d'outils à leur disposition que nous aujourd'hui. Alors, nous courons le risque de rester en marge des grands débats qui marquent notre temps et notre époque, notre civilisation, et qui vont se séculariser dans les archives de l'histoire commune de l'humanité. Il faudrait donc relever notre niveau de culture, notre niveau de culture, le niveau de culture de nos membres, de nos amis, aller au-delà, et même de ceux qui sont nos sympathisants, et qui nous feront confiance, qui vont s'intéresser à nos débats, qui vont participer à ces débats, parce que le mouvement social communautaire dont nous avons déjà jeté les bases, et dont la chaîne Ismaila Mess Voice n'est qu'un instrument de communication, regorge des compétences, de la ressource humaine qui est diversifiée, parce que venant de toutes les nationalités du monde, il s'agit d'autant de talents diversifiés que nous allons combiner, que nous allons brasser et nous mettre sur une plateforme pour un débat qui sera constructif, qui sera pédagogique, qui sera riche, qui sera édifiant pour nous tous, et avec cet outil à notre disposition, nous allons vraiment relever notre niveau de culture et nous hisser à la hauteur des grands débats qui marquent notre temps. Et là encore, je dis que il n'est pas normal qu'on soit au cadre au sein de l'entreprise, qu'on soit même cadre moyen ou simple travailleur, sans qu'on ait un minimum de niveau de culture qui permette qu'on s'imprègne, qu'on comprenne, non seulement qu'on apprenne, mais qu'on comprenne ce qui se passe au niveau de l'entreprise, ce qui se passe à l'échelon national. Qu'on comprenne pourquoi tel élément a varié et qu'il a suscité la variation des autres éléments au point que cela s'implique sur le bien-être et même le salaire du salarié au sein de l'entreprise. Il faut donc la culture. Il faut relever le niveau de culture pour que chaque individu soit capable de se défendre au sein de sa communauté, au sein de sa société. Le 7e point maintenant sera la citoyenneté globale. Il faut comprendre ce concept dans deux sens. Il y a d'abord la citoyenneté qui est dans les limites d'un territoire national, c'est-à-dire tout individu doit recevoir un enseignement de citoyenneté. C'est peut-être parce que notre société en Afrique a démissionné sur le plan de cet aspect très important de la formation d'un individu que nous avons sécrété aujourd'hui. La société a sécrété des mots qui minent nos nations et notre civilisation et qui sont des facteurs de freinage qui nous empêchent d'atteindre l'émergence dans les caps que nous avons fixés. À ce point, je peux dire par exemple que l'éducation, quand je parle de la citoyenneté, ça commence d'abord par l'éducation. Le savoir-vivre, le savoir-être. Parce que lorsqu'on va à l'école, ce n'est pas seulement pour le savoir-faire. Certes, l'école doit transmettre des savoir-faire pratiques, mais c'est aussi pour le savoir-être. L'école est pour le savoir-faire et le savoir-être. Quand je parle du savoir-être, c'est l'éducation civile d'abord. Parce qu'à côté de l'éducation civile, il y a l'éducation civique. Mais parlant de l'éducation civile, même civique d'ailleurs, la famille est le premier cadre structuré de l'éducation d'un individu. C'est dans le cadre de la famille que l'individu marque ses premiers pas en tant qu'individu biologique, mais marque aussi ses premiers pas sur le plan de l'apprentissage de la vie et des rapports humains entre les hommes, des relations entre les hommes. Mais la famille est la cellule sociale de base. Et la famille africaine a subi la cellule sociale de base, qui est la famille pour l'Afrique, et même pour n'importe quelle civilisation du monde, a subi une certaine désintégration à cause des éléments culturels qui prennent naissance dans d'autres régions du monde et qui sont venus désintégrer le limon social africain, ce qui fait que la famille africaine n'est plus à son état pur. La civilisation africaine n'est plus la tradicivilisation à l'état pur. Elle se situe aujourd'hui à califourchon entre la néo-civilisation et la tradicivilisation. Alors,
Faut-il continuer dans le processus d'acculturation au point d'abandonner nos traditions, notre culture et de devenir entièrement européanisé? Non. La culture est l'identité d'un peuple. La culture est pour un peuple ce qu'est l'identité pour un individu, pour reprendre les propos célèbres d'un penseur malgache. Donc nous ne pouvons pas abandonner notre culture. On ne peut pas continuer dans le processus d'acculturation. Parce que le monde est ce qu'il est grâce à sa diversité. Et chaque civilisation doit apporter sa culture dans le carrefour mondial des cultures. Et c'est ça qui fait la splendeur de notre planète, de notre civilisation universelle. Mais si certaines cultures vont mourir parce que d'autres doivent vivre, le monde va perdre une grande partie de sa richesse. Faut-il marquer donc les pas en arrière, c'est-à-dire abandonner la culture occidentale? Non. Ça non plus, ce n'est pas une hypothèse à envisager. Elle est farfelue. Elle n'est pas envisagée. Il faudra, n'est-ce pas, le chemin parcouru est déjà si long que nous ne pouvons plus marquer un champ en arrière. Il faudra adopter une culture qui est à cheval, à califourchon entre la tradition-civilisation et la néo-civilisation. Ce sont ces deux éléments qu'il faut prendre en considération parce que c'est elle qui marque aujourd'hui qui représente aujourd'hui la configuration, la manière dont se présente la culture sur le continent africain d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler de la citoyenneté globale. Et je vous ai dit que la citoyenneté globale présente deux paradigmes. Le premier paradigme est celui qui limite la citoyenneté au niveau d'un territoire national. Et de ce point de vue, chaque individu doit recevoir une culture une certaine culture de citoyenneté. Parce que cette culture est indispensable dans sa formation, dans la formation de sa personnalité. Et elle est indispensable pour faire de lui un citoyen digne de ce nom, un citoyen normal qui sera au service de sa nation et qui fera la fierté de sa propre famille et qui sera lui-même fier de son devenir. Donc, chaque individu doit être imprégné de cette citoyenneté nationale. Mais avant de parler des valeurs cardinales qui font de la citoyenneté nationale, nous devons parler de l'éducation civique et de l'éducation civile. Parlons d'abord de l'éducation civile. L'éducation civile commence par la famille, parce que la famille est le premier cadre structuré de l'éducation d'un individu. C'est au sein de la famille que l'individu commence à marquer ses premiers pas en tant qu'un être biologique, et puis ses premiers pas, ses premiers apprentissages en tant qu'être qui doit plus tard s'insérer progressivement dans la société en maîtrisant les règles de bienséance de la société, en intégrant dans son subconscient les valeurs morales d'une société. Et c'est la famille qui, en tant que cellule sociale de base, premier cadre de l'éducation, premier cadre d'éducation structuré de l'éducation d'un individu, c'est là-bas que l'individu commence à se former. Plus tard, cette éducation est relayée par le système éducatif parce que l'individu doit, à un certain âge, partir de la maison et commencer à aller à l'école pour recevoir l'éducation. Et à l'école, on a l'éducation, à comprendre dans ce sens l'instruction et l'éducation, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Mais il est arrivé qu'à notre temps, nous constatons que l'éducation n'est plus un point sur lequel on a mis de l'honneur, et les individus n'ont plus l'éducation civique qui leur permette d'être des citoyens intègres et utiles à leur nation, tout simplement parce que la société a démissionné sur cette mission. C'est déjà la famille qui a commencé par démissionner parce qu'on ne compte pas beaucoup de parents qui font asseoir les enfants à la maison aujourd'hui pour leur parler du savoir-vivre, et à l'école, on ne compte pas, on compte au bout des doigts des anciens qui, une fois entrés dans une salle, parlaient d'abord du savoir-vivre aux enfants avant de leur parler, s'il s'agit d'un ancien de mathématiques, de l'équation entre X et Y qui est le savoir savant. Alors, la société ayant démissionné sur ce point, nous pouvons constater que l'aspect de l'éducation, qu'elle soit civile ou civique,
s'est dégradé dans notre société. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains mots se sont développés avec une certaine aisance. Les calamités telles que la corruption, la corruption avec son arsenal de dérives morales, les autres mots tels que le favoritisme, le népotisme et autres, ne sont que la résultante, l'émanation de l'échec du système éducatif. Nous n'allons pas d'abord aujourd'hui rentrer et donner les raisons pour lesquelles le système éducatif lui-même est en décrépitude, mais nous savons que les individus aujourd'hui qui sont aux commandes de notre société, la plupart n'ont pas intégré les valeurs civiques cardinales qui sont nécessaires pour que l'individu comprenne que lorsque on lui donne une part de responsabilité, de pouvoir et des moyens de l'État pour gérer, il est là pour servir et non pour se faire servir. Mais nous sommes responsables, nous en tant que formateurs, acteurs du système éducatif, nous sommes responsables de cette situation parce que rien ne rassure que cet individu a reçu l'éducation civique qui lui permet de devenir, de respecter les valeurs cardinales de sa société et d'éviter les dérives comportementales, les calamités sociales qui gangrènent notre société et qui se sont propagées, qui ont propagé leur métastase à travers tout le corps social avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Bien, et la citoyenneté globale, les éléments importants de la citoyenneté, le premier paradigme de citoyenneté qui est la citoyenneté nationale, sont par exemple le fait pour un individu de se connaître ce que la devise de sa nation. Comme pour le Cameroun, si je peux prendre cela pour exemple, c'est paix, travail, patrie. L'individu devait connaître ce que signifient ces trois vocables qui composent la devise de notre nation. Parce que la maîtrise, l'impréhension de ces devises et l'intégration de ces devises dans son inconscient, dans son subconscient, peut permettre à la suite d'éviter un certain nombre de dérives. L'individu aujourd'hui doit connaître ce que le symbole qu'on appelle le drapeau national et les symboles qui le composent. La maîtrise de ces symboles peut transformer l'individu et de faire de lui un patriote qui aime sa nation et qui est disponible, prêt à œuvrer, à s'investir pour le progrès de sa nation et le progrès de toute la communauté. Mais si on demande à un jeune aujourd'hui d'expliquer ce que c'est que la devise, d'expliquer les termes que représente cette devise, d'expliquer ce que c'est qu'un drapeau, et les éléments, les symboles, les couleurs, l'étoile frappée sur la bande rouge, l'étoile jaune frappée sur la bande rouge de notre drapeau national, et l'explication de chaque couleur, très peu de Camerounais seront capables de le faire. Et cela participe de la citoyenneté nationale, du concept de citoyenneté, du paradigme de citoyenneté nationale. Il va falloir que dans le cadre de notre union sociale communautaire, qu'on apprenne ces valeurs à tous les membres de notre communauté, quelle que soit leur nationalité, leur apprendre que signifient les symboles de leur nation, les valeurs cardinales de leur nation. Ça peut permettre de forger chez eux un esprit citoyen, un esprit patriotique qui plus tard permet d'éviter les dérives qui sont les vrais mots qui minent notre société et qui vont freiner le progrès social de nos communautés et qui vont empêcher que nous atteignions l'émergence dans l'étape que nous avons fixée. Bien. Maintenant, la citoyenneté, le second aspect de cette citoyenneté, c'est le paradigme de citoyenneté globale. Que pensent les adeptes du paradigme de citoyenneté globale? C'est que l'individu n'est pas seulement citoyen d'une nation, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Angleterre, comme la France, comme le Cameroun, comme le Zaïre. L'individu est un citoyen mondial. Donc les barrières nationales dans ce paradigme devaient être levées. Cela ne signifie pas que les individus doivent déménager d'une nation et aller héberger dans une autre nation. Non, chaque nation a un territoire limité. Mais aujourd'hui, nous sommes un village planétaire, donc nous sommes des citoyens du monde. C'est pour cela qu'au moment de construire le groupe Homo Ismaza Hermès, nous avons opté pour un limon social communautaire universel. Parce que lorsqu'on construit le bien-être, c'est le bien-être de l'humanité qu'on doit rechercher. Le bien-être ne doit pas être confiné à un groupe d'individus ou à une nation. Le bien-être que nous recherchons doit être le bien-être universel. Le monde deviendra meilleur et moins violent si c'est le bien-être universel qu'on recherche.
Mais les formes de violence auxquelles nous faisons face aujourd'hui, l'intégrisme, le terrorisme qui soulève des tensions ici et là, coûtant des vies humaines, sans le fait des barrières nationales, des barrières culturelles, des barrières religieuses que nous avons établies nous-mêmes et qui font que ces barrières deviennent des phénomènes de fanatisme, suscitent un fanatisme, suscitent l'intégrisme et qui engendrent des guerres qui ne sont pas des guerres de civilisation, mais qui sont des guerres destructives qui détruisent l'humanité, qui sont avilissantes pour l'humanité, qui engendrent la pauvreté, la détresse humaine et qui font que nous ne sommes pas allés dans la direction, nous ne sommes pas en train d'aller dans la direction où ceux qui nous ont précédés ont voulu que nous allons, c'est-à-dire Descartes a voulu que l'homme soit maître et possesseur de la nature. Voltaire, par exemple, avec le Eldorado imaginaire qu'il a pensé, a voulu que l'homme construise maintenant son jardin et que ce jardin devienne un limon social pour l'être humain. Alors, nous ne sommes pas en train d'aller dans cette direction si les barrières que nous avons nous-mêmes établies et qui sont la source des violences que nous subissons maintenant, parce qu'il y a un adage qui dit que lorsque vous lancez la boue en l'air, elle finit par retomber sur votre nez. Nous avons construit dans ce monde de violence, il va falloir transformer ce monde et que chacun y apporte un peu de sa lumière, parce que ce monde est si obscur qu'il appartient à chacun de nous d'y apporter un peu de sa lumière et le rendre meilleur. De telle manière qu'au lieu de rechercher le paradis au ciel, il faut ramener le paradis du ciel vers la terre, parce qu'il ne faut pas chercher à aller au paradis comme si la terre elle-même n'existait pas. Voilà ce que nous devons construire, une citoyenneté, un second paradigme de citoyenneté qui est la citoyenneté globale, qui va permettre de construire un monde meilleur, viable et prospère. Maintenant, il y a un point que je n'ai pas encore soulevé, qui est le dernier, qui est la formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Il faut former les jeunes à l'entrepreneuriat. Parce que les économies africaines évoluent aujourd'hui, si je ne peux pas dire en situation de crise, parce que les indicateurs nous révèlent que nous ne sommes pas en situation de crise. Et d'ailleurs, j'ai suivi un des derniers discours du chef d'État de la nation qui évoquait encore un contexte qui était morose de crise économique. Même si cette fois-ci, il n'a pas voulu resoumettre ses citoyens à des cures d'amaigrissement de leur salaire, des budgets que les populations ont longtemps supporté. Mais on peut affirmer avec une certitude mathématique que nous évoluons dans un contexte de croissance économique très faible, à un chiffre et en dessous de 5. Un tel contexte de croissance économique ne peut pas permettre aux entreprises puisque les entreprises ne connaissent pas de croissance. C'est la croissance de l'échelle de l'entreprise qui permet à l'entreprise de créer des emplois et de créer des emplois aux jeunes diplômés qui jonchent le marché de l'emploi aujourd'hui et qui gonflent le nombre de chômeurs chaque jour. Donc, dans ce contexte, le chômage, d'ailleurs l'État a réduit son appareil et sera le plus petit employeur dans un contexte de libéralisation. C'est pour cela que depuis les années 92, les mots d'ordre de désengagement de l'État et de la privatisation ont commencé à se propager, ont commencé à être diffusés par le gouvernement. Cela signifie que l'État remet les moyens de production aux particuliers, aux privés. Et cela signifie que les espoirs de développement de nos nations, les nations africaines, reposent désormais sur les initiatives privées. C'est-à-dire sur des hommes capables de prendre, de concevoir des idées innovantes, inventives et innovantes, qui ont de l'esprit d'entreprise, que Max Weber définit comme l'heureuse réalisation des capacités telles que la prise d'initiative, le goût de l'argent, le goût de s'enrichir, le goût du risque, le goût de prendre des initiatives qui sont innovantes, qui transforment la société, qui apportent le bien-être à la société. Alors, il faut insuffler cet esprit d'entreprise aux jeunes. Certes, cet esprit est d'abord un élément à des déterminants anthropologiques que nous allons préciser par la suite. Mais même si une société ne renferme pas toutes les caractéristiques, nous pensons que le contexte africain
même si tous les indicateurs n'autorisent pas à dire que ce contexte est favorable à l'entrepreneuriat, mais il y a des éléments parmi ces indicateurs qui autorisent à dire que l'Africain peut être un bon entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat n'a pas été envisagé au printemps des indépendances. Parce que lorsque le colon nous a légué l'administration, la fonction publique a été avec l'État providence, la colonisation nous a légué la fonction publique qui était le seul rêve pour les cadres africains. C'est-à-dire, chaque cadre diplômé africain rêvait de travailler dans la fonction publique pour peser dans le budget de l'État un certain nombre d'années comme ceux qui l'ont précédé, et avant d'aller en retraite pour être remplacé par un autre. Ça a donné comme conséquence que certains se nichent frileusement dans des postes où ils ne convoitent que des avantages matériels illicites sans véritable contrepartie en termes de travail accompli. Alors, avec la crise économique et le mot d'ordre de désengagement de l'État, les espoirs de développement reposent désormais sur les initiatives privées. Cela signifie que l'État va devenir le plus petit employeur. Et les entreprises ne générant pas des emplois, les jeunes doivent avoir le courage aujourd'hui de devenir les patrons d'eux-mêmes. Certes, il faudrait qu'on leur en fournisse les moyens intellectuels et matériels. Donc, il faut leur fournir ces moyens intellectuels et matériels. Dans le cadre de l'immense social communautaire universel que nous allons construire, l'une des missions primordiales est d'insuffler à la jeunesse l'esprit d'entreprise. En même temps, l'esprit scientifique, il faudra leur donner leur insuffler l'esprit d'entreprise pour qu'ils aient le courage. Ceux qui veulent ou peuvent, c'est-à-dire qui ont le courage de devenir les patrons d'eux-mêmes, puissent faire aboutir leur projet avec optimisme. Nous allons tout faire pour donner à la jeunesse une formation dans ce sens. Bien, je pense que en parlant de l'esprit d'entreprise, je venais de préciser les champs d'investigation qui délimitent notre domaine d'intervention. Et cela est très important. Je pense que je vais revenir tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour passer à la dernière séquence de l'exposé de mon intervention d'aujourd'hui. Et la phase terminale de l'intervention d'aujourd'hui, qui est juste basée sur une pensée. Savez-vous, Hermès, je l'ai dit, était le dieu de l'intelligence. Et la précipitation n'est jamais preuve d'assurance. La voix d'Hermès va continuer à parler. Il va lentement parler pour mener des débats et des investigations qui seront intéressantes pour tous. Parce que nous avons de la ressource humaine au sein de l'Institut Hermès qui est diversifiée. Parce que venant de toutes les régions du monde et de toutes les nationalités du monde, nous allons donc créer une plateforme pour un débat fructueux, constructif et intéressant pour tous les membres de notre communauté. Alors, comme vous le savez, la précipitation n'est jamais preuve d'assurance. Hermès, le dieu de l'intelligence dans la mythologie gréco-romaine, va parler. Mais il faudra remuer la langue, parce que il y a une pensée qui sera le fil conducteur de notre action. C'est la célèbre pensée de Pascal, avec qui nous apprenons que la pensée fait le langage en se faisant par le langage, mais le langage trahit la pensée. Je pense que cette célèbre affirmation va permettre que nous menons des investigations en évitant les dérives qui sont inhérentes du domaine de la communication et auxquelles s'exposent les affaires de la communication, de manière à ce que nous ne nous écartons pas de notre ligne éditoriale et que nous focalisions nos investigations sur l'essentiel, sur ce qui est important pour notre communauté, pour son progrès. Parce que le type de notre communauté, d'abord, vous le savez, l'université Ismaza Hermès est une académie, donc une institution d'utilité publique à vocation académique, à vocation humanitaire et à vocation sociale. Alors, il va falloir que
nous focalisons toutes nos énergies au sein de la communauté constituée autour de cette université, la communauté qui est pilotée par des experts d'une université et d'autres experts qui font membre du groupe, doit focaliser ses investigations sur des réflexions, des pensées, pour produire des pensées et des corps de savoir, pour produire des idées qui vont contribuer au progrès de cette communauté et sortir beaucoup de nos membres de la pauvreté matérielle et culturelle qui nous retarde, qui nous maintient dans le cercle infernal de la misère. C'est le but que nous nous sommes fondés. Ça signifie que ce soit l'académie qui pilote ce dimanche social communautaire universel, que ce soit la communauté elle-même, nous allons mener un mécénat humanitaire au vrai sens de ce vocable et faire de cette communauté, l'institut, surtout de l'institut, de l'académie qui l'administre, un véritable mécène qui va contribuer au progrès social de ses membres et aller même au-delà de ses membres, parce qu'une charité inspirée de l'Esprit Saint est une charité qui n'a pas de frontières. C'est donc, mesdames et messieurs, sur ces mots, sur cette célèbre pensée de Pascal, que je vais terminer l'intervention d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine publication.